Bienvenue dans ce nouvel épisode de Génération Oui, tiré de notre dernier Oui en direct. Dans cet épisode, je vais vous présenter une entrevue avec Réal Fortin. On va parler donc de la nomination de Robert Leakey, de ses souvenirs d'indépendance de 95, du processus de nomination donc des juges au Québec, ce que ça ferait au Québec si on était indépendant au niveau de la justice. Et pourquoi pas se poser la question, est-ce que Ottawa place des pions qui sont expressément là pour s'opposer à des lois votées par le Québec? Je pense que vous connaissez déjà la réponse, mais on va le démontrer. Donc, restez avec nous, ça part. Monsieur Réal Éloi Fortin, donc c'est mon invité d'aujourd'hui, qui est une figure incontournable du mouvement souverainiste, donc avocat de formation, ancien chef du Bloc québécois quand même, et député de Rivière-du-Nord depuis 2015, porte-parole du Bloc québécois en matière de justice. J'accueille donc Monsieur Réal Éloi Fortin à l'instant. Bonjour, Monsieur Fortin. Oui, bonjour Nando, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, je me permets de dire Nando parce que je n'étais pas Ouais. certain de la bonne prononciation. Pastorino, c'est bon? Nando, c'est parfait, c'est mon nom que j'utilise là. Bon, Puis vous pouvez me tutoyer, moi je vais vous voyer, mais vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de ben, problème. vous pouvez me tutoyer aussi, il n'y a pas de problème. Ah ben, bien content Dans ce d'être cas-là. avec vous aujourd'hui. Ben, pareillement, c'est vraiment un plaisir. Je dois avouer, moi j'écoute beaucoup donc la Chambre des communes. J'étais avant employé là, de Louis Chabot, on s'est sûrement croisé au Ah oui, Parlement. OK, oui, oui. Puis je suis resté accro donc aux séances de la Chambre des communes. Puis je les écoute souvent. Il y a eu beaucoup de sujets qui vous sont tombés dans les pattes depuis quelques mois, hein. Ouais. Mais Euh, accro de la Chambre des communes, c'est le fun d'entendre. Tu vois, à un moment donné, je pensais qu'il y avait juste ma mère qui m'écoutait, mais des fois, je non? constate qu'il y en a d'autres. Mais Ouais. c'est le fun. Ben oui, hey, moi, honnêtement, j'ai fait un TikTok là, cette semaine, puis j'ai fait quasiment ça quand j'étais à 35 000 vues, là. Fait que. Puis c'est OK. sur la Chambre des communes, fait qu'il y a 35 000 Bon. personnes qui ont vu ça. Mais je Ah ben, riais de Mark Carney sur son français qui est lamentable, là. Fait que c'est c'est sûr que toujours ça. vendeur, ça. Ouais, j'ai triché un peu. J'ai utilisé un sujet Oui, facile. mais ça, là, son français à Mark Carney, moi, je lui reproche pas ça. C'est un Anglais. C'est un Ouais! Anglais. Assumons. C'est pas, on passe à autre chose. Il y a des gens qui voudraient qu'il soit francophone. Il n'est pas francophone pantoute. Arrêtons de nous conter des histoires, là. C'est un anglophone. Il y a des bons et des mauvais côtés. Puis il est comme ça. Il vient de finir. Moi, je suis 100% d'accord. En tout cas, pour l'avoir vécu à Ottawa, je pense que c'est Gilles Duceppe qui disait ça, mais peut-être que je me trompe. Mais tu sais, Canada, c'est un pays bilingue de langue anglaise. Puis quand tu es à Ottawa, tu t'en rends compte, là. C'est Ouais. ça, tu sais, c'est Gilles c'est disait diff. que le bilinguisme au Parlement, c'est l'anglais et la traduction Oui, simultanée. c'est ça. C'est ça, oui. Je me suis trompé, mais oui, 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 Non, non, exactement. non, non, vous n'êtes pas trompé. J'en ai juste rajouté une Ouais. couche. C'était. Mais c'est ça, quand on fait cette expérience-là, en tout cas, moi, ça m'a marqué à vie. Puis je suis bien d'accord, Mark Carney, c'est ça. Il faut juste l'accepter, c'est un Ben Anglais. Il oui, était ben oui, d'ailleurs bien fier d'être très anglais. Il n'y a pas si longtemps, mais là, il s'est découvert une passion pour être Canadien aussi. Fait que, c'est ça. je sais pas. Ben, laissons-le se découvrir, mais essayons de ne pas nous laisser leurrer. Quand même qu'il parlerait un français absolument parfait, quant à moi, c'est un anglophone. Quoique ce n'est pas un défaut d'être anglophone, là, on peut parler la langue qu'on veut, mais c'est juste de s'assumer, là, puis pas se faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Ben, merci pour ça. Mais ça commence bien. Ouais, Ça bon, tant commence mieux. bien. Euh, je disais ça juste rapidement. Donc, petite mise en contexte. Je sais que j'ai fouillé, en fait. Puis j'ai appris que vous avez été un militant péquiste actif pendant le référendum de 95. Donc, même au Bureau national, si j'ai bien compris. Oui, en fait, mon militantisme souverainiste, indépendantiste, séparatiste, appelez-le comme vous voulez, ça date pas d'hier, là. Je pense que j'ai découvert, comment je pourrais dire, pas la vertu, mais la nécessité de l'indépendance. Je devais avoir 15-16 ans, j'étais aux études au secondaire. Alors, 15-16 ans, ça fait à peu près 10 ans de ça. Et j'en ai jamais dérogé. Il sourit même pas. Ça fait bien plus que 10 ans, c'est sûr. Mais, Je me permettrai pas. non, non, mais c'est ça, j'ai toujours été, j'ai milité, j'ai fait toutes sortes de choses dans le mouvement indépendantiste, accrocher des pancartes, faire des téléphones, aller chercher de l'argent. Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait. Mais bon, puis en 95, j'étais effectivement
président du Parti québécois Région Laurentide Mm. à cette époque-là. Puis c'est ça, là, j'ai toujours été... j'ai essayé, je me suis toujours impliqué où il y avait de la place et où on me disait que je pouvais être utile. C'est une bonne philosophie parce qu'il manque pas de place puis de gens qu'on a besoin pour travailler là-dessus. Puis il manque pas de travail, hein? Non, vraiment pas. Accomplir. Puis là, en 2025, en fait, 2025 tire à sa fin, mais en 2026, ça pourrait être une année charnière pour le mouvement souverainiste québécois. Et je pense que si on est capable de se rendre utile, on ne sera pas déçu. Ça risque d'être assez productif. Moi, je pense qu'en toute logique, on peut espérer de façon raisonnable que le PQ prenne le pouvoir à l'automne prochain. Ouais. Et si c'est le cas, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est pas, il me semble pas, pour ce que j'en connais du gars, je le connais quand même un peu, c'est pas le gars qui va changer d'idée ou qui va lâcher. Je pense qu'il a dans la tête de tenir un référendum, il va le faire. Alors, il va falloir qu'on travaille tous très fort autour de lui pour que ce référendum-là soit un référendum gagnant. Absolument. Ouais. Absolument. Moi, je répète la même chose. Fait que, vous voyez, il n'y a pas juste moi qui pense ça, tout le monde. Mais non. Là, on parle à du monde qui sont assez jeunes. Ils n'ont pas tous vécu ça, cette expérience-là. Moi, j'ai une question, puis après, j'aimerais ça qu'on rentre sur vraiment Ottawa. Oh, Mais ouais. une question pour quelqu'un qui a milité à l'époque. Est-ce que vous avez une leçon que vous tirez de cette expérience-là de 95? Ça peut être pas nécessairement personnel, ça peut être politique, ça peut être plus général, mais une leçon, quelque chose que vous pourriez transmettre à des gens qui vont peut-être avoir à mener ce combat-là là, dans les prochaines années. Vous allez dedans, mais mettons, on va être la jeunesse qui va mener ce combat. Il y a toutes sortes de leçons qu'on peut tirer de ces événements-là. On apprend, on grandit dans chaque bataille qu'on livre. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, on est sûrement plus fort aujourd'hui qu'on l'était en 95. Mais je dirais que s'il y avait, pour répondre à la question, là, s'il y avait une leçon à en retenir, je dirais probablement de ne pas... c'est jamais fini tant que c'est pas fini, comme il disait au baseball, ou de ne pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais jusqu'à la dernière seconde, il y a du travail à faire. Parce que le mouvement, le oui gagnait au dernier référendum. Je comprends qu'on peut se parler qu'il a été volé, puis tout ça, puis c'est un fait, c'est même pas... C'est établi. Oui, puis je ne veux pas revenir là-dessus, on peut le faire, mais je ne pense pas que c'est l'objet de notre rencontre. Mais je dirais surtout que jusqu'à la dernière minute, on pensait gagner. Qui a décidé le matin de cette journée fatidique-là de dire ouais, ben on a gagné, OK, on peut se reposer, ça fait 6 mois qu'on travaille fort, et il y en a peut-être parmi nous. Alors, à ceux-là, je dirais, je vous comprends d'avoir relâché un peu parce que c'est vrai que c'est éreintant, les campagnes référendaires, les campagnes électorales aussi. Et on est, à la dernière journée, on est tenté de dire, bon, OK, j'ai fait ma part, là, c'est aux autres. Non. À la question que tu poses, Nando, c'est il ne faut jamais arrêter. Jusqu'à temps que les boîtes de scrutin soient fermées, que les bureaux de vote soient fermés. On doit travailler, on doit faire des appels, essayer de convaincre quelqu'un d'aller voter. Les bureaux vont fermer, je ne sais pas à quelle heure, rendu là, on verra, 8 heures peut-être le soir. Ben, à 8 heures moins quart, on devrait être encore sur le téléphone à dire hey, tu n'as pas été voté, il te reste 15 minutes. Dis Guédine, vas-y, on a besoin de toi. Votant dans le fil. Ouais. Il y a des élections, on voit dans Terrebonne, là, Saint-Clair-des-Gagnés qui a perdu par une voix. Une voix. Une. C'est rendu en Cour suprême, cette affaire-là. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va voir, mais c'est le genre de choses qu'on peut penser. On a perdu le référendum en 95 par très peu de votes. Terrebonne, on l'a perdu par un vote. Alors, moi, je pense que la leçon, s'il y a une leçon à retenir, c'est celle-là. On n'arrête pas jusqu'à temps que les bureaux de vote soient fermés. Puis même là, on va aller travailler pour le dépouillement des votes pour s'assurer qu'on ne s'en fait pas passer une petite vite. Ah, ben, absolument. On travaillera jusqu'à minuit, Nando, cette journée-là, puis on se reposera le lendemain. Ah, moi, je pense que cette semaine-là, pour moi, va être très occupée. J'envisage peu de sommeil. Ouais. Mais là, je m'entraîne. Là. J'ai un nouveau-né, là, fait que je commence à être très entraîné à manquer drastiquement de sommeil, puis à continuer quand même. Félicitations. Et né quand? Mais là, il y a quasiment il y a 9 mois. Là, fait que, OK, c'est un j'ai garçon. nouveau-né, c'est encore nouveau pour moi. Là. On peut-tu être indiscret et te demander comment il s'appelle?
Je le dirais pas comme ça, juste Non? parce que c'est OK. public puis c'est enregistré, mais ça me ferait OK. plaisir de te le partager par contre, OK. Ben écoute, Adam. fais-lui un gros câlin de l'oncle Réal. Et puis, on a hâte de le voir voter lui aussi pour un gouvernement du Québec souverain dans 18 ans. Exactement. Moi, je caresse un rêve, c'est qu'il soit le capitaine de l'équipe de soccer du Québec. Mais ça, c'est mon. Mais ça, je te dirais, pour avoir eu des enfants, que c'est à eux d'en décider. On Ben peut oui. avoir plein de rêves pour eux, mais on ne peut pas vivre leur vie. On peut juste essayer de les aider à s'épanouir, puis après ça, leur faire confiance à la vie. Ben Alors, oui. peut-être un champion de soccer, un champion de natation, de baseball, ou un mathématicien célèbre, ou peu Ben importe. ouais. Hein? Un gratuit de guitare, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Pourquoi pas? Pourquoi Il pas? fera bien ce qu'il veut. Ouais. Fait que ça fait la transition. Fait que là, donc, le gros cœur, moi, de ce que je voulais discuter, parce que je disais, j'écoute beaucoup donc la Chambre des communes. J'adore ça. Tu as eu Oui. beaucoup de questions dans les derniers temps sur un sujet très précis. Puis je trouve qu'il y a comme un fil conducteur. Puis c'est la justice, le système de justice canadien. C'est quelque chose qui n'est pas bien connu au Québec, je trouve. Puis comme beaucoup de sujets fédéraux d'ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Mais la nomination des juges québécois à la Cour supérieure, pardon, donc du Québec, c'est une revendication historique du mouvement souverainiste. C'était dans les conditions de Bourassa, il me semble, pour l'accord de Meach. Puis dernièrement, on a vécu donc un cas concret où on a vu ça se retourner un peu contre nous. C'est le cas de Robert Leakey, dont on peut, en tout cas, je ne sais pas, mais on peut, comment dire, on peut supposer que si le Québec contrôlait la nomination des juges, ce serait certainement pas cet homme-là qui serait choisi. En tout cas, je On suppose. Je peut ne vais le pas dire certainement, supposer. mais je Oui. suppose, ouais. On peut le Euh, supposer et raisonnablement. Et Robert Leakey, d'abord, je ne le connais pas. Alors, je n'ai pas d'opinion personnelle à son sujet. Je ne doute pas que ça puisse être un bon gars. Là, je ne doute pas qu'il doive être un bon juriste. Il a quand même un CV assez éloquent. Mais ce n'est pas ça le point. Moi, je me suis déjà fait dire que quand tu choisis un juge, tu choisis la personne par qui tu accepterais de te faire juger. Et ouais. je ne pense pas que Robert Leakey soit le type de personne par qui on a envie de se faire juger. En tout cas, en tant que Québécois. Ouais, ouais, effectivement. Il semble avoir des opinions très arrêtées, mais je ne peux pas lui reprocher ça, j'en ai moi aussi. Moi, j'ai dû choisir à un moment donné, parce que moi, ça fait plus de 30 ans que je suis membre du barreau, je pourrais très bien vouloir être nommé juge. J'ai choisi la politique, c'est davantage dans mon ADN, je pense. Je pense que je me serais senti un peu contraint, si j'étais à la magistrature, là, devoir de réserve et tout ça. Ouais. Je pense que j'avais une trop grande boîte pour le devoir de réserve. J'ai dit, je suis mieux d'aller en politique. Mais Robert Leakey, peut-être qu'il aurait dû faire le même choix que j'ai fait. Parce que, tu sais, c'est quand même quelqu'un qui s'est exprimé. J'ai beaucoup de respect pour mes adversaires. Et je leur reconnais le droit de dire ce qu'ils pensent, de ne pas être d'accord avec moi, de se défendre du mieux qu'ils peuvent. Habituellement, ils perdent, mais il a le droit d'espérer gagner. Mais on exprime des points de vue et on les défend. C'est ce que Mhm. Robert Leakey a fait au sujet de la loi sur la laïcité. Il l'a fait également au sujet de la loi 96 qui renforçait la charte de la langue française. Alors, Mhm. et il a droit à ses idées. Mais si tu décides de défendre des idées sur la place publique, tu décides d'essayer de convaincre les gens que la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, c'est une mauvaise chose. Tu décides de convaincre des gens que la loi 96, qui renforce la loi 101, c'est dangereux. Bien, c'est une décision que tu prends qui se justifie. Tu as le droit, tu sais, je veux dire, on peut avoir des points de vue différents, Ben oui. mais tu ne peux pas faire ça puis en même temps espérer être nommé juge. C'est ce qu'il a fait, puis il a réussi. La question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'il a réussi? Comment ça se fait que le gouvernement fédéral a désigné Robert Leakey comme juge de la Cour supérieure du Québec? Moi, j'y vois un certain nombre de choses qui m'apparaissent toutes simples, mais qui ont une portée un peu comment je dirais, lourde ou dangereuse et inquiétante, c'est que Robert Leakey, ça a été un fidèle contributeur à la caisse électorale du Parti libéral du Québec et Ah, du je suis Parti content qu'on libéral aborde le du sujet. Canada. Alors, il a financé les deux.
Il a le droit. Il a le droit. Il n'y a rien qui empêche ça. Mm. Il a le droit d'être nommé juge, même après avoir financé les partis politiques. Il n'y a rien qui empêche ça. Sauf que c'est un peu fatigant. Tu sais, quand tu es nommé juge, tu dois inspirer l'objectivité, la crédibilité. Tu dois faire en sorte que peu importe qui se présente devant toi, il va accepter d'être jugé par toi. Il ne sera pas méfiant. Il va te faire confiance. Et si tu rends un jugement en sa défaveur, il va être capable de l'accepter. Or, je ne suis pas certain que Robert Leakey rencontre ce critère-là, en toute honnêteté. Il a, comme je le disais, un passé plutôt partisan. Militer contre la loi 21, militer contre la loi 96, contribuer au Parti libéral du Canada, contribuer au Parti libéral du Québec. Alors, ça teinte un dossier, ça. C'est pas anodin. Je veux juste prendre un document. J'avais relevé des statistiques qui pourraient vous intéresser. Ouais. Ben, c'est sûr. En août 2023, il y avait eu une enquête du National Post. On s'entend que le National Post, le souverainiste, là, qui révélait que sur 1308 nominations, depuis 2016, sur 1308 nominations entre 2016 et 2023, il y en a 76,3% qui étaient des nominations de gens qui avaient fait des dons au Parti libéral. Alors, de 2016 à 2023, en 7 ans, 76% des juges nommés par le fédéral, puis c'est pas 76% de 4-5 gars, là. C'est 76% de 1308 désignations. C'est quand même important. Il avait fait des contributions au Parti libéral. Il y en a 22,9% pour la même période qui avaient fait des donations au Parti conservateur. Et il y en a 17,9 qui avaient fait des dons au NPD. Au Bloc, je n'ai aucune indication. Je soupçonne qu'il n'y en a pas eu 20 ans réel. Qu'est-ce que tu en penses, on te nommerait. Alors, donc, les chiffres nous disent que les nominations fédérales, curieusement, coïncident avec des dons au Parti fédéral qui est au pouvoir. Moi, je trouve ça un peu tannant, un peu inquiétant. Et dans le cas de Robert Leakey, ben c'est ça. Je regardais le décret, là, pas le décret, mais l'espèce de publicité, là, quand il a été nommé, là, ils font une espèce de CV. Il nous disait que c'était un chic type, là, qu'il y avait 2 chiens. C'est le fun, mais on ne parlait pas de ça, là, que le gars il avait fait des dons au parti politique. On ne parlait pas de son puis son affiliation contre la loi 21 et la loi 96, c'était pas anodin. C'était pas juste de dire ouais, moi, je pense que c'est pas une bonne loi. Il militait pour ça. Il prenait publiquement la parole pour dire aux gens ça n'a pas de bon sens. Alors, pour moi, c'est un bel exemple, Robert Leakey. Encore une fois, je ne juge pas l'homme, là. Peut-être j'irais prendre une bière avec, puis je dirais c'est un maudit bon gars. Ça se peut, ça se peut. Mais je dis que comme juge, c'est une très mauvaise nomination. Ça n'inspire pas confiance dans notre système judiciaire. Au contraire, ça inspire la méfiance. Ben, je suis tout à fait d'accord. La question, ça a été bien posé au début quand tu as dit l'idée, c'est de se dire face à ce juge-là, est-ce que j'accepterais son verdict? Ben oui. Moi, je me dis en tant que Québécois, puis il y avait un autre élément, peut-être que mais je ne veux pas présumer. Il y avait un autre élément aussi d'une question de. C'était pas sûr que c'était légal, là, sa nomination. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Le temps qu'il n'a peut-être pas répondu aux conditions minimales, normales pour être un juge à la Cour suprême. En fait, il doit, en principe, être membre du barreau pour 10 ans. Robert Leakey a été membre du barreau du Québec pendant 7 ans, membre du barreau de l'Ontario pendant, je ne me souviens plus combien d'années, 10 ans, je pense, ou plus, là, peu importe. Il a des belles compétences. Là. Il a été clerk pour le juge Bastarache à la Cour suprême. Il a été doyen de la faculté de droit de l'Université McGill. Ouais. C'est pas un tata. Là. Je veux pas dire ça. Là. Mais je dis qu'il n'a pas fait son 10 ans, par exemple, au barreau du Québec. Et certains vont dire, oui, mais il y avait bien plus que 10 ans si tu cumules Québec et l'Ontario. C'est vrai.
Sauf que il y a quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que le droit civil au Québec est très différent du droit civil ontarien. S'il avait fait, mettons, 7 ans au Manitoba, puis 5 ans à Saskatchewan, puis 8 ans en Ontario, ça va, parce que c'est le même droit qui s'applique, c'est la common law. Mais au Québec, on a un régime de droit civil qui est unique en Amérique du Nord, qui est le droit civil inspiré du droit français. Alors, au début, nous, les lois civiles qui s'appliquaient au Québec étaient les lois du Code Napoléon, le Code français. On a ajusté le Code Napoléon, qui est devenu le Code civil du Bas-Canada pendant plusieurs années. Et là, bon, ça fait, je pense, en 12 ou quelque chose de même. 95, dans ce coin-là, on a adopté le Code civil du Québec. Le Code civil du Bas-Canada est devenu le Code civil du Québec. Et depuis ce temps-là, mais on voit que depuis les tout débuts, depuis 1866, les lois civiles au Québec, ce sont des lois inspirées du droit français, alors que partout ailleurs au Canada, ce sont des droits inspirés de la common law. Alors, on dit, si un juge doit juger des cas, des dossiers ici au Québec, on souhaite qu'ils soient parfaitement conscients, imprégnés de l'esprit du droit civil québécois. Et c'est pour ça la règle du 10 ans. Sinon, on pourrait nommer n'importe qui, là, mais on dit non, tu vas faire 10 ans comme avocat dans un régime de droit, ça va te permettre de connaître le régime, les structures et tout ça. Et après, tu seras probablement à même d'être nommé juge. Mais là, évidemment, il y a d'autres conditions qui s'appliquent. Mais si on y va sur celle-là, on dit, on considère, tant au Québec qu'ailleurs, on considère que ça prend 10 ans de barreau avant de pouvoir être nommé. Or, ici, on s'est fait faire ce petit tour de passe-passe par le gouvernement fédéral de Justin Trudeau qui ont dit Robert Leakey, on l'aime bien, il a fait des beaux dons au Parti libéral et puis c'est un gars de notre bord, pas sa laïcité, il milite contre la Charte de la langue française, on en a besoin, on prend son 7 ans du barreau du Québec, on l'additionne avec son barreau de l'Ontario, puis on se construit une candidature qu'on juge raisonnable, ils l'ont nommé. Ça a été contesté, c'est rendu en Cour suprême, on verra ce que ça va donner, j'ai pas le... Mais chose certaine, ce bonhomme-là, pour les raisons que j'énumérais tantôt, là, il manque d'objectivité, et pour le fait qu'il n'a pas non plus rencontré ce critère-là, il n'a pas rencontré ce critère-là du 10 ans de barreau de la province où il doit être nommé. Pour ces deux raisons-là, il devrait être, sa nomination devrait être annulée. C'est ce qu'on a prétendu au Bloc québécois, puis je continue de le prétendre, et je pense qu'on a raison là-dessus. Et encore une fois, ça n'attaque en rien les qualités du bonhomme. Là. Qu'on vienne me dire que c'est un excellent juriste, pas de problème, j'en doute pas. Le point n'est absolument pas là. Oui, mais je pense que c'est très clair. Moi, je dirais comme ça, tu sais, j'ai l'impression, mais c'est une impression comme citoyen, mettons, je regarde ça, je me dis, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont placé leur pion. Oui. Ils mettent du monde à la Cour suprême qui vont invalider des lois avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. L'équipe n'est pas à la Cour suprême, mais il est à la Cour supérieure. La Cour supérieure, pardon. Mais c'est toujours au Québec, le gouvernement du Québec contrôle les nominations devant les tribunaux administratifs, évidemment, administratifs de compétences provinciales, et en Cour du Québec. Cour municipale, évidemment, aussi, tout ça. Mais Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême, Cour fédérale, Cour d'appel fédérale, tout ça, Cour de l'impôt, ça relève du gouvernement fédéral. Ce sont des nominations fédérales. Robert Leakey a été nommé à la Cour supérieure du Québec, mais dont les nominations sont de juridiction fédérale. Et donc, il travaille ici au Québec, il siège au Québec, il n'entend que des causes québécoises, alors qu'il n'a que 7 ans de barreau du Québec. Et qu'il y a les problèmes de partialité là, dont j'ai parlé plus amplement là, un peu plus tôt. Oui, merci d'avoir corrigé. C'est un complément d'information. Ouais. Absolument, mais parce que j'ai tendance à... ça fait plusieurs fois que je fais cette erreur-là. Je dis tout le temps, il y a une différence. La Cour suprême, la Cour supérieure, les cours d'appel. C'est que, tu sais, d'une province à l'autre, ça change. Là, en Colombie-Britannique, entre autres, la Cour, je pense à la Cour d'appel qui s'appelle la Cour suprême. En tout cas, le vocabulaire varie d'une province à l'autre. Mais ici, au Québec, là,
tu as la Cour du Québec, la Cour qui est, elle, les juges sont nommés par Québec, tu as la Cour supérieure, Cour d'appel qui sont nommés par Ottawa et la Cour suprême du Canada qui chapeaute toutes les provinces et qui sont évidemment nommées par le fédéral. Fait que là, on arrive, je trouve, moi, dans ce qui est le cœur du débat, c'est-à-dire que l'équipe, pour moi, c'est pas une erreur. C'est un système, en fait. C'est une expression, c'est un cas concret, mais d'un système qui fonctionne plus largement. Que j'identifierais le problème comme ça, c'est que le fédéral, il nomme nos juges dans nos cours supérieurs, dans nos cours d'appel au Québec. Québec, semble-t-il, est consulté, mais je pense, en tout cas, à voir quel est le réel impact là, qu'il peut avoir là-dessus. Puis ce que ça fait, ce que ça provoque, c'est qu'on se retrouve avec des juges au Québec qui sont sélectionnés par le gouvernement fédéral. Tu l'as démontré. En plus, on peut supposer qu'ils sont plutôt dans une philosophie Parti libéral canadien, donc très trudeauiste, très centralisateur, très la charte canadienne par-dessus tout. On reviendra aussi sur les attaques contre cette même charte-là par ce même gouvernement-là, ce qui est assez drôle. Puis qui comprennent souvent pas tout à fait la spécificité québécoise. En tout cas, maintenant, c'est le cas avec une nomination comme le juge Lékey, où il n'a même pas fait les 10 ans nécessaires pour comprendre notre code juridique qui est complètement différent de ceux du Canada anglais. Puis ce qu'on voit, en fait, c'est que cette demande-là historique, elle a des impacts, des gros impacts. C'est quoi que ça changerait, par exemple, si demain Québec était un pays, puis qu'on avait la nomination de nos juges, qu'on pouvait choisir les juges qui vont nous représenter, qui vont juger nos lois. Puis juste avant, parce que là, j'ai un peu divagué, là, mais là où je voulais aller, c'est que souvent, j'entends ça. Puis là, je ne sais pas ça va être quoi ton point de vue là-dessus, mais les gens, mettons le gouvernement Legault maintenant met la clause dérogatoire dans plusieurs lois de façon a priori, pour défendre la loi. Puis là, il y a beaucoup de Québécois même qui disent, ben vous devriez les laisser juger par les tribunaux québécois. Mais la réalité, c'est que les tribunaux québécois ne sont pas des tribunaux complètement québécois. Ils sont aussi énormément influencés par le gouvernement fédéral, par la nomination des juges, puis deux, l'espèce de suprématie in fine là, de la Charte des droits et libertés canadiennes qui teinte les jugements. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Est-ce que j'ai raison de penser que c'est une structure, c'est une mécanique qui est un peu hostile, en fait, au Québec, là, oui, tu as raison. En fait, je ne veux pas non plus soulever une espèce de mouvement de panique. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas obtenir justice au Québec. Là. Je pense qu'on peut encore obtenir justice au Québec, mais effectivement, des nominations comme celle de Robert Lékey amènent une ombre au tableau et c'est dommageable pour la crédibilité du système judiciaire. Maintenant, on parlait de la question de, comment on peut faire, là? À Québec, c'est parce qu'il y a eu 2-3 Oui, sujets j'en ai mis 2, excusez. qui m'ont interpellé dans ce que tu disais. L'indépendance, j'aimerais ça qu'on en rejase. Qu'est-ce que ça changerait? Évidemment que ce serait vraiment important là, qu'on nomme tous nos juges, mais ce que Québec propose, il y a une motion qui a été adoptée en avril dernier à Québec, à l'Assemblée nationale, à l'unanimité. Là, on s'entend, c'est pas juste que le PQ a dit ceci, la CAQ d'autres choses, les libéraux autre chose. Donc, tous les partis à Québec se sont entendus pour adopter une motion. Je vous épargne les tenants, le préambule, mais ça dit que les juges des cours supérieures du Québec, les cours supérieures, c'est cours supérieures, cours d'appel, sont choisis parmi les membres du barreau du Québec, ce qui est déjà le cas, ayant été recommandés par le gouvernement du Québec. Ça, c'est ce qui a été décidé. 104 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Okay? Donc, unanimité, tout le monde est pour ça, qu'on choisisse les juges des cours supérieurs du Québec parmi les membres du barreau du Québec recommandés par le gouvernement du Québec. C'est beaucoup, ça, là. Jusqu'à maintenant, on ne se cachera pas que le fédéral n'a pas beaucoup d'appétit pour ça, là. Mais ça voudrait dire que Québec dirait à Ottawa, il y a un poste vacant chez nous, voici, je t'envoie, ça pourrait être, je t'envoie 3 noms choisis parmi les 3. Ça pourrait être, je t'envoie un nom, c'est lui que tu vas nommer. Alors, ce débat-là est à probablement peaufiner un peu. Le ministre de la Justice du Québec devra probablement, à un moment donné, négocier avec le ministre de la Justice fédérale. Fédéral et justice, on dirait que c'est des mots c'est dur de dire ça dans le même temps. Mais donc,
il y aura à un moment donné, où ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas déjà, là, ça, il faudrait poser la question au ministre de la Justice actuel à Québec. Je pense qu'ils se parlent assez fréquemment, là, M. Fraser à Ottawa, puis M. Jeanin Barrette à Québec. Mais la question n'est pas anodine. Est-ce que Québec pourrait prendre le plein contrôle des nominations des juges, théoriquement de compétences fédérales, mais qui œuvrent au Québec? Moi, je pense que ce serait important de le faire. On l'a demandé au Bloc québécois. On va voir jusqu'où ça va. Moi, j'ai déposé une motion au comité de justice demandant qu'on étudie le processus de nomination. On sait qu'à Québec, il y a eu la commission Bastarache il y a quelques années qui a donné quand même un processus assez fort, je pense, assez indépendant, qui permet de créer une confiance dans notre système de justice. C'est important, là, parce que souvent, tu sais, on regarde, il faut être honnête, là, on est ici au Québec, parlons avec nos voisins, là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne va pas dans le système au Québec. Il n'y a pas grand monde qui vont te parler du système de justice. Ils vont te dire, moi, quand je vais à l'hôpital, j'attends 24-48 heures avant d'être servi. Ils vont dire, mes enfants sont à l'école, il n'y a plus de service, il n'y a plus d'orthopédagogue, on manque de budget. Ils vont dire, ben moi, je m'en vais travailler, puis il y a tellement de trous dans les rues, je scrape mon char 2 fois. Tu sais, il y a toutes sortes de sujets comme ça qui nous occupent quotidiennement et pour lesquels on se dit, mais ça, là, il faut que le gouvernement mette de l'argent là-dedans, il faut s'en occuper tout de suite, sans délai. Mais le système de justice, il n'est pas moins important, il est juste un peu moins apparent, parce que les gens ne vont pas dans nos palais de justice à tous les jours. Heureusement, mais... Oui, mais imaginons un peu une société là, où les gens n'ont plus confiance dans le système de justice. Ça peut donner des résultats catastrophiques. Moi, je ne voudrais pas qu'on en vienne un jour à dire, ben ça donne rien dans l'encours, on va se faire justice nous-mêmes. On ne veut pas vivre ça, là. On n'est pas dans un État sauvage, on vit dans un État civilisé, dans un Québec moderne. Il y a ses lacunes, ses défis, j'en doute pas. Je ne suis pas en train de dire que le Québec est parfait. D'ailleurs, si on devenait indépendant, on ne serait pas plus parfait du jour au lendemain. On aurait encore les mêmes défis. Mais là, la différence, si on était indépendant, on contrôlerait les leviers. Les défis, comme le défi des établissements de santé, on n'aurait pas à dire, ben, on attend que le fédéral nous envoie de l'argent. On n'aurait pas, on devrait contrôler nous-mêmes tout ça. Puis c'est ce que je nous souhaite, de contrôler tous les leviers de l'appareil gouvernemental le plus vite possible. C'est urgent de plus en plus, année après année, ça devient urgent. Et pour revenir à la justice, c'est ça. On ne met pas d'argent trop dans nos systèmes de justice. On n'en parle pas trop parce que ce n'est pas un besoin criant quotidien de la population. Mais quand on regarde un cas comme celui du juge Lékey, on comprend. Puis c'est pas le seul, là, je donnais une statistique tantôt. Sur 308 nominations, 76,3% avaient fait un don au Parti libéral. Alors nous, là, les indépendantistes, on se présente devant un de ces juges-là. Moi, j'ai peur de partir avec une strike contre moi. Je vais peut-être gagner, je vais peut-être perdre, mais si je gagne, je vais me dire, ouf, hey, je l'ai échappé belle, j'ai fait une maudite belle job. Puis si je perds, je vais me dire, bah, c'est peut-être pas parce que ma cause n'était pas bonne, c'est peut-être parce que le juge aimait moins ce que je représentais en tant que député bloquiste. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Là. Ces gens-là sont capables de faire la part. Mais il y a une présomption. C'est ça qui est grave. Il y a un doute, et c'est ce doute-là que j'aime pas. C'est ce doute-là que j'aime pas et que je pense nos gouvernements, au moment de nommer des juges, devraient se préoccuper beaucoup, beaucoup plus de ce doute-là, puis de s'assurer que quelqu'un qui monte sur le banc d'une cour de justice peut recevoir la confiance des gens qui se présentent devant lui, quelles que soient leurs allégeances politiques. C'est un peu comme la loi sur la laïcité. On a entendu galvauder toutes sortes de préjugés là-dessus qui n'ont aucun fondement. Moi, quand je parle, je ne suis pas député à Québec, là, je ne veux pas faire la job de Québec, ils vont me dire que ce n'est pas de mes affaires, puis il y aurait bien raison, mais inévitablement, on est appelé, ils nous demandent « Hey, ça n'a pas d'allure, cette loi-là. » Moi, ça a tellement bien de l'allure, puis je ne suis pas caquiste, là. Je ne suis pas caquiste, pas en tout. Puis c'est un secret pour personne, je suis péquiste. On l'a dit en début d'entrevue, là, j'ai travaillé avec le PQ à toutes sortes de fonctions. Mais je suis obligé d'admettre qu'il y a de l'allure, la loi sur la laïcité, là, la loi 21. Puis ce que je dis à mes amis de confession juive ou musulmane ou autre, je leur dis, écoutez, la loi 21 n'est pas là pour vous empêcher de pratiquer votre religion, elle est là pour s'assurer que vous puissiez le faire en toute quiétude.
C'est ça, la loi 21. La loi 21 dit l'État est laïque, ne se mêle pas de la religion. Et si tu représentes l'État dans ta job, ne démontre aucune préférence religieuse. Quand tu as fini ta job, ça va, là. Mais si tu es un juge puis tu es assis sur un banc de juge, tu ne porteras pas un signe d'appartenance religieuse. Parce que si je porte un signe de musulman quand je suis sur le banc, puis qu'un individu de confession juive en avant de moi, peu importe la décision que je vais prendre, il va penser que c'est teinté par le litige, Historique. malheureusement, oui, historique là, entre la communauté juive et la communauté musulmane. C'est un exemple, on pourrait en prendre plein d'autres. Ouais, ouais. C'est Les vrai pour Sikhs avec les hindous. mais je pense que la loi 21 nous assure que l'État ne se mêle pas de religion. Pour moi, là, c'est une des belles choses qu'on a dans notre corpus législatif. Et j'espère que la Cour suprême va se garder une petite gêne là-dessus. Puis je veux revenir sur ce que tu disais, Nando, tantôt, par rapport à l'utilisation de la clause non-obstant au préalable. Là. Mais moi, je trouve ça parfait. Je trouve ça honnête. Parce que contester une loi, là, ça coûte de l'argent. Ce n'est pas un geste anodin. Là. Tu es jugé devant un tribunal, Cour supérieure, par exemple, ou Cour du Québec, et puis tu as un jugement, puis tu n'es pas d'accord avec le jugement, tu contestes, tu t'en vas en Cour d'appel, la Cour d'appel rend un jugement, tu n'es pas d'accord, ou la partie adverse n'est pas d'accord, tu te ramasses en Cour suprême. Tout ça peut durer longtemps, là, 4, 5, des fois 6 ans, des fois plus. Là. Mais Et la ça vaut 21, on est ça, temps, 6 là. ans, je pense. Pardon? La loi 21, je pense qu'on est à ça, là, 6 ans. Ouais, c'est ça. Et ça coûte de l'argent, là. Tu sais, un procès en cour supérieure peut facilement coûter 20, 30 000, là, puis cour d'appel, tu vas en dépenser autant, sinon plus, puis cour suprême, encore davantage. Alors, tu es rendu en cour suprême, ça fait 5 ans, 6 ans que tu débats d'un dossier, tu as investi 100 000, 200 000 piastres là-dedans, tu gagnes. Oh, wow! La Cour suprême m'a donné raison. Ça n'arrive pas souvent, mais mettons qu'on est chanceux, la Cour suprême nous donne raison. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il dit, ouais, ben, félicitations, Montréal, mais on revient, tu sais, comme ils disent, back to square number one. J'utilise la clause non-obstant, puis arrange-toi avec ta décision, encadre-la, fais-toi un beau cadre dans ton bureau, mais tu n'as pas vraiment gagné parce qu'on utilise la clause non-obstant, puis on vient défaire ce que tu as réussi à construire après 6 ans de contestation. Alors, moi, je trouve ça bien ordinaire. Moi, je pense que si l'intention du gouvernement, c'est de dire cette loi-là, elle est importante à notre point de vue, importante au point où elle doit avoir préséance sur la charte, ben, dis-les dès le départ. Et puis, quand je vais contester cette loi-là, si je décide de le faire, je saurai qu'elle est incontestable du point de vue de la charte. Je trouverai d'autres arguments où je prendrai mon trou puis j'accepterai que je dois m'y plier. Ça, c'est la vraie vie, c'est la réalité. Mais si tu ne le dis pas dès le départ que tu vas utiliser la clause non-obstant, tu es malhonnête avec moi. Tu vas me faire perdre mon temps et mon argent à me battre pour rien. Et ça, j'espère qu'on va éviter ça. J'espère que la Cour suprême va être sensible à ça. Ah ben c'est un argument. J'ai hâte de voir. Moi honnêtement, quand je vois, par exemple, c'est parce que j'ai beaucoup lu ça, puis je trouve que là, c'est le sujet énorme, là, un très, très gros sujet, mais qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui vivent d'un espèce de rapport malsain avec le gouvernement fédéral, tant qu'à moi, mais passons là-dessus. La charte canadienne, quand un juge comme Leakey invalide une loi québécoise, avec présomption il est sûrement libéral, ben, en tout cas, il a donné de l'argent au Parti libéral. T'sais. Il a déjà affirmé publiquement qu'il allait s'opposer à ça. Moi, je peux pas imaginer comment, comme Québécois, quand il va juger une loi, je vais trouver ça légitime qu'il juge ma loi. À un moment donné, il y a comme un... On a l'impression, puis là, c'est un gros mot, mais que c'est un agent qui est placé là pour combattre la démocratie québécoise. Fait que là, je me dis, est-ce qu'on veut vraiment vivre dans une société où on a que ce soit vrai ou pas, encore une fois, c'est l'impression que j'ai. Puis je me dis, elle est très forte, cette impression-là. Elle peut s'appuyer... Et elle est très importante. Exact. C'est ce qui régit notre... Tu sais, le droit, c'est super important. C'est ce qui fait qu'on se tape pas sa gueule. À quelque part, là, c'est un peu ça. Là. Oui, oui. Comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut accepter ça? Puis comment est-ce qu'on vit dans une société comme ça? Moi, je le comprends pas.
Puis, pour revenir sur ça, finalement, c'est quoi l'intérêt, d'où l'intérêt de l'indépendance? En partie pour ça. En partie pour avoir un système de justice qui fonctionne mieux, mais surtout un système de justice où cette espèce de doute-là va au moins... je dis pas que ça va être parfait, là, parce qu'on pourrait toujours avoir, tu sais, sur le processus de nomination, on pourrait imaginer un État québécois qui pète les plombs, puis que bon... Mais dans les faits, on n'aurait au moins pas l'impression que c'est un agent étranger qui vient ici pour C'est nous ça. combattre notre démocratie, là. Oh, non, tout à fait. Puis c'est très Oups, important, c'est là. plus ça, là. On dit souvent en droit que l'apparence de droit est aussi importante là, que le fond, là. Il Mm. faut qu'on fasse confiance. Et ça me rappelle un peu la question du roi Charles, là. Tu sais, on a un monarque étranger qu'on accepte qu'il soit notre monarque. Hey, ça fait-tu assez colonisé, ça, là? Je veux dire, à un moment donné, je compte la monarchie, là, mais si on en veut, on peut tous en trouver un chez nous, un roi, là. Non, mais tu sais, à un moment donné. Alors, et c'est la même affaire que tu soulèves avec raison, Nando, là, d'avoir un juge qui est un fédéraliste convaincu, qui a donné au Parti libéral et qui a milité contre la loi 21 et la Charte de la langue française, qui sont, on peut tous entendre que c'est deux lois clés là, au Québec, là, et Assez il a milité. consensuel. Oui, il n'est pas juste contre dans sa tête ou avec ses chums, là, il a pris la parole publiquement contre ces deux lois-là. Puis il a donné au Parti libéral du Québec et au Parti libéral du Canada. Alors, ça ne le disqualifie pas sur le plan juridique, mais ça le disqualifie en termes de crédibilité. Moi, dans ma tête à moi, si je me retrouve un jour accusé de quoi que ce soit devant le juge Léqué, je vais être convaincu, à tort ou à raison, mais je vais être convaincu qu'il y a un préjugé contre moi. Et c'est en plus du fameux 10 ans qu'il n'y a pas, là, pour bien comprendre le contexte Mhm. juridique civil au Québec. Mais en plus de ça, c'est la crédibilité. C'est encore plus important que tout le reste, à mon avis. Ben, c'est le fondement du système d'un système de justice fonctionnel, tant qu'à moi. Je veux dire, Oui, c'est là, c'est exactement ça. Si on accepte la justice, c'est parce qu'on se dit c'est la même pour tous. oui, Sinon pourquoi est-ce que j'accepterais que des gens que je connais pas, qui connaissent pas ma situation, me jugent? Parce que je oui. me dis, ben, ils vont juger tout le monde de la même façon. Et Ben oui. si ça, c'est pas acquis dans mon esprit, ben, c'est vraiment dangereux. Puis je trouve ça particulier venant d'un. Ben, peut-être que je me trompe, puis là, tu pourras me confirmer, mais venant d'un parti, justement, le Parti libéral, qui est censé être le parti, tu sais, du droit, qui défend vraiment nos droits, la charte, Parti de la la charte des. charte. La Justin, partie de la c'est le charte. fils de Pierre Elliott, hein? C'est ça. Ouais, c'est lui, Pierre Elliott Trudeau, qui a fait adopter la charte. C'est sa loi à lui, là. C'est son héritage politique canadien. Alors, Justin, il n'est pas là pour défaire l'héritage de papa, là. Alors, Ben, oui. si on peut conclure là-dessus, parce que je trouve ça excellent comment c'est présenté, Hmm. moi j'ai l'impression qu'il est en train de le faire parce que c'est quoi la charte des droits et libertés? C'est Pierre-Éliott Trudeau qui finit par trouver un consensus finalement, là, avec bon, la nuit des longs couteaux, tout ça on connaît, Ouais, on n'a pas besoin de repasser, mais il trouve un consensus, puis le consensus c'est quoi? C'est qu'on va donner la clause non-obstant à toutes les provinces. Puis là ils ouais. se sont dit, bon, avec ça on est prêt à y aller. Puis là ils sont en train de l'attaquer. Ouais, puis c'est pas un véritable consensus. Il faut se rappeler qu'il a, il a joué un tour à tout le monde, là. Les gens ne l'ont pas compris tous de la même façon, là, cette clause dérogatoire-là. C'est pas pour rien qu'on se retrouve en Cour suprême aujourd'hui. Puis pendant qu'ils négociaient ça, René Lévesque était couché. Là, ils Ouais, l'ont mis devant le ouais, fait ça. accompli. Puis le Québec, c'était quand même le quart ou à peu près de la population canadienne. Tu as le quart ou le tiers de ta population qui ne participe pas aux discussions. Puis ceux qui sont là, tu les en passes une petite vite avec la clause dérogatoire. Moi, j'appellerais pas ça un consensus. Là. J'appellerais ça, écoute, un beau coup de poker, là, mais certainement pas un consensus. Ben, donc, ben c'est ça. Je- on l'a vu, hein, puis je vais clore avec ça, j'imagine occupé, là, mais je sais que vous êtes occupé à Ottawa. Euh, Mais moi ça me fait c'est. plaisir d'être avec vous autres, Nando. Là. Ouais, moi aussi, On a j'ai besoin de hâte. travailler ensemble, tout le monde, là, si on ne veut pas le rater, le prochain référendum, et j'espère qu'on ne le ratera pas. Nous, on donne tout ce qu'on a. J'ai le goût de me faire mettre dehors du Parlement fédéral, moi. Ah ouais? De me faire mettre dehors parce que le Québec n'en fait plus partie. Ça va Ah, être ce le serait fun. le fun, ça. Ouais, hein? Hein? Ouais, en Ben, tout cas. Ouais. il va falloir attendre un peu parce qu'il faut Ouais, qu'on gagne une élection, il faut qu'on fasse un référendum, puis là après, je sais pas trop comment ça va se passer. Ça va ouais, être, ça va être spécial, ce moment-là de. Moi, je suis sûr qu'on ouais. va s'en sortir grandi, moi, j'ai pas peur. Moi non plus. Donc, c'est ça, là, juste
pour clore sur ça, la dernière, j'ai pris le temps de me poser, de regarder en fait. Pour moi, c'est un coup d'État judiciaire, là, puis je demande à personne d'admettre ce mot-là, mais moi, je peux pas lire ça autrement. L'attaque frontale que fait le gouvernement fédéral puis d'autres groupes d'intérêt contre la clause dérogatoire, puis contre son utilisation au Québec, puis son utilisation préemptive. Mais c'est pas juste ça, finalement, quasiment il attaque de façon générale, mais passons. J'ai l'impression, puis c'est quelque chose de récurrent dans notre histoire, il y a une tentative de modifier la Constitution par le pouvoir judiciaire sans en faire un débat politique, alors qu'une Constitution, normalement, ça se modifie politiquement. T'sais, on peut pas juridiquement modifier une Constitution par l'interprétation, sinon c'est pas l'essence même du pacte social, là. Est-ce que tu es d'accord avec ça qu'ils essayent de modifier la Constitution en modifiant la Ben, charte puis de l'interprétation ton de point, la clause ouais. Je dirais que de ton point de vue, comme du mien, on est sur la même longueur d'onde là-dessus, c'est ce qui se passe. Sauf hmm, que si je veux être objectif, les tribunaux, c'est leur job d'interpréter les lois et la Constitution, c'est une des lois. C'est une loi suprême, mais c'est une loi qui appelle, elle aussi, l'interprétation des tribunaux. Alors, ce n'est pas un anachronisme que la Cour suprême regarde la loi en disant ça veut dire ci ou ça veut dire ça. Par contre, nous, il faut comprendre que ben, je ne peux même pas dire qu'on a été parti au contrat parce qu'on ne l'a jamais signé. Mais ceux qui l'ont signé à l'époque l'ont ouais, signé en fonction de ce qu'ils en comprenaient. Ce qu'ils en comprenaient, l'accord qu'ils ont conclu incluait la clause dérogatoire. Et l'utiliser de façon, comme je le disais tantôt, préventive, ben, ça prévient des litiges inutiles. On encombre les tribunaux avec des procès, on dépense de l'argent, du temps, quand en bout de ligne, peu importe ce qui va arriver, si jamais tu gagnes, le gouvernement va adopter, va ajouter à sa loi une clause dérogatoire. Moi, je pense que jouons à visage découvert, soyons francs dès le départ, là. On va faire l'économie dans certains dossiers, en tout cas, faire l'économie de plusieurs années de procès puis de beaucoup d'argent. Soyons honnêtes avec les citoyens. Alors, ce serait davantage conforme avec la charte. Aussi, malgré que je sois, encore une fois, là, je pense qu'on ne l'a jamais signé, et avec raison, ça a été négocié dans notre dos. C'est une charte honteuse, mais il en demeure pas moins que, au moins, tenez-vous-en à ce qui est écrit dedans. Allez pas nous la tricoter autrement que comme elle a été comprise à l'époque où elle a été conclue. c'est, ça va être intéressant de voir l'avenir de tout ça parce que Ouais. ça va avoir des gros impacts. Puis qu'on le veuille ou pas, ça finit toujours par être des arguments. Tu sais. Ça finit Ouais. par nous embourber dans des discussions, des débats infinis, même au Québec, entre nous autres. Moi, c'est ça qui me Ouais. fait de la peine, mais c'est ça le régime fédéral. Ils sont bien bons là-dedans, nous diviser. Ouais. Mais tu sais, on en fait partie il y a eu cet accord-là, là, il y a 150 ans là, sur la Constitution canadienne. Moi, j'ai des gros doutes sur le bien fondé de cet accord-là. J'ai des gros doutes également sur le véritable consentement ce qu'on a appelé les pères de la Confédération. Là. À mon avis, il y avait peut-être un peu trop de whisky qui coulait dans ces salles-là. Mais il en demeure pas moins que c'est un contrat auquel on est assujetti depuis 150 ans, là, qu'on le veuille ou non. C'est la raison pourquoi le Bloc québécois est à Ottawa, pour défendre nos intérêts, parce que comme on est pris là-dedans, le Québec est un État que je souhaite indépendant, mais qui ne l'est pas encore. Un État qui fait partie d'une fédération qui contrôle des leviers importants de notre quotidien ici. Là. On pense entre autres aux accords internationaux. Tu le sais, je ne veux pas répéter des choses que tout le monde sait déjà, mais l'indépendance ou la souveraineté, c'est trois choses. Hein? Jacques Parizeau le disait, puis c'est encore vrai. C'est signer nos traités tout seul, sans avoir besoin de se faire approuver par une entité fédérale. Ouais. C'est faire toutes nos lois. On est capable. On peut faire un code civil, on peut aussi faire un code criminel. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein? Et alors, faire nos lois, signer nos traités et gérer, collecter et gérer nos impôts. C'est juste ça, l'indépendance. Je rêve du jour où on va pouvoir faire tout ça nous-mêmes ici au Québec.
On ne sera pas parfait, comme je le disais tantôt. Je ne rêve pas en couleur. Là. Le pays des licornes, on oublie ça. On va encore avoir des déficits, on va encore avoir des défis. On va se chicaner entre nous pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les médecins, puis qu'est-ce qu'on fait avec les écoles, puis comment se fait que les autoroutes sont pleines de trous, puis comment se fait qu'on donne des contrats à rabais, on devrait payer plus cher à avoir un... Toutes ces discussions-là vont encore avoir lieu. On n'est pas plus fin, puis on est tellement latin qu'on est capable de chicaner aussi. On va encore se chicaner, mais on va le faire entre nous autres, chez nous. Notre argent, on va le gérer nous autres mêmes. On va arrêter d'envoyer à peu près quelque chose comme 50 milliards par année, si ce n'est pas plus, à Ottawa, qui gère cet argent-là prétendument dans notre intérêt, alors qu'en réalité, on le voit bien, on en parle depuis tantôt, là, ils utilisent cet argent-là. Ça a coûté 200 000 de mémoire à la Cour suprême, c'est la loi 21. Ça a-tu de l'allure, ça? 200 000 $. Puis dis-toi que là-dessus, il y en a le quart qui vient de chez nous. Là. Ouais. Alors, nous, les Québécois, on a payé notre gouvernement à Québec pour adopter la loi, pour la défendre jusqu'en Cour suprême, puis on paye le fédéral pour venir la contester. Tata and a half, comme on disait chez nous. Là. Il serait temps qu'on se réveille, là, puis qu'on gère nos affaires nous-mêmes. C'est pas vrai qu'en demandant aux voisins de s'occuper de nos affaires, ça va être mieux géré. Moi, j'ai rien à rajouter. Bon. J'ai rien à rajouter. Je pense que sur c'est des belles paroles. Ça résume tout, hein? Ça résume Ouais. tout. Ça résume tout. On Nous, se on passe. reparle quand tu veux, Nando. N'hésite pas. Vraiment, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'information puis d'avoir supporté mes égarements. Je suis un peu malade, là, fait que si je l'ai dit à tout le monde, ils savent. Égarements. Je te trouve pas mal allumé pour un gars égaré. Mais bonjour à toi, merci, puis merci à tous les auditeurs, membres et tout ça de Génération Oui. Ah ben ça a été très apprécié. Il y avait beaucoup de commentaires. Bon, on va voir quelques clips, je pense, c'est bon. Tant mieux. Mais continuez votre bon travail, on en a besoin. Merci, Réal. Salut, Nando. Merci. Salut. Wow! Wow. C'était excellent, ça. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup aimé la discussion. Puis moi, vous le savez, je suis tout le temps content quand on est d'accord avec moi. Mais là, c'est encore mieux parce qu'il n'est pas d'accord avec moi. Il explique pourquoi je pense quelque chose. C'est encore plus intéressant. Il est en train de me faire une leçon de... C'était malade. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Vraiment aimé ça. Réal Fortin, il gère beaucoup de dossiers, tout ce qui est justice. Puis c'est souvent quelque chose d'un peu... c'est ça que je disais, c'est souvent un peu mis de côté. C'est souvent un peu mis de côté, ça. On n'en parle pas trop. Puis il l'a bien expliqué, hein. Pourtant... c'est essentiel. Fait que ça va être disponible. Si vous avez aimé l'épisode, laissez un j'aime, commentez, partagez l'épisode. Si vous pensez que les Québécois ont besoin d'en savoir plus sur tout l'impact que ça a d'être inféodé au gouvernement fédéral au niveau de la justice, du fait qu'on paye des milliers de dollars en impôts au gouvernement fédéral pour qu'il conteste des lois québécoises, qui est le seul État où l'expression de la majorité francophone au Québec est prise en compte finalement. Où est-ce qu'on peut être nous-mêmes, puis on peut défendre nos propres lois.